Lecture d'une histoire populaire des États-Unis, de 1492 à nos jours, d'Howard Zinn, traduit de l'anglais par Frédéric Coton. Chapitre 4. La tyrannie, c'est la tyrannie. Vers 1776, certaines personnalités de premier plan des colonies anglaises d'Amérique firent une découverte qui allait se révéler extrêmement utile au cours des 2 siècles suivants. Ils imaginèrent qu'en inventant une nation, un symbole, une entité légale appelée États-Unis, ils seraient en mesure de s'emparer des terres, des privilèges et des pouvoirs politiques détenus jusque-là par les protégés de l'Empire britannique. Du même coup, ils pouvaient contenir un certain nombre de révoltes en suspens et forger un consensus qui assurerait un soutien populaire suffisant au nouveau gouvernement contrôlé par une nouvelle élite privilégiée. Il faut admettre que, sous cet angle, la Révolution américaine est bien une idée de génie et que les pères fondateurs méritent l'extraordinaire dévotion dont ils sont l'objet depuis des siècles. N'ont-ils pas en effet inventé le système de contrôle national le plus efficace de l'époque moderne et révélé aux futures générations de dirigeants les avantages d'une savante combinaison de paternalisme et d'autorité? Depuis la révolte de Bacon en 1760, les colonies avaient été le théâtre de 18 soulèvements destinés à en renverser les gouvernements, de 6 révoltes d'esclaves, de la Caroline du Sud à New York, et d'une quarantaine d'émeutes de toute nature. C'est également à cette époque, selon Jack Green, qu'apparaissent des élites politiques et sociales à la fois stables, cohérentes, efficaces et reconnues comme telles. Ces élites locales entrevirent immédiatement la possibilité de détourner la plus grande part de cet esprit de révolte contre l'Angleterre et son administration locale. Il ne s'agissait pas à proprement parler d'une conspiration organisée, mais de la somme de divers choix tactiques. Après 1763 et la victoire de l'Angleterre sur la France, dans la guerre de 7 ans, plus connue aux États-Unis sous le nom de guerre contre les Français et les Indiens, qui eut pour effet d'expulser cette dernière d'Amérique du Nord, les élites coloniales les plus ambitieuses n'avaient plus à craindre des Français. Il ne leur restait donc que 2 rivaux sur le terrain, les Anglais et les Indiens. Afin de s'allier les Indiens, les Britanniques leur avaient garanti que les terres indiennes situées à l'ouest des Appalaches resteraient à l'abri de la convoitise des Blancs. Proclamation de 1763. Sans doute serait-il possible aux Américains, une fois les Anglais partis, de trouver eux aussi un modus vivendi avec les Indiens. Répétons-le, on ne peut parler d'une stratégie préconçue, mais plutôt d'une certaine prise de conscience à mesure que les événements s'enchaînaient. Après la défaite des Français, le gouvernement britannique pouvait fixer son attention sur les moyens d'affirmer son autorité sur les colonies. En outre, il fallait absolument trouver des fonds pour rembourser cette guerre. Les colonies étaient toutes désignées pour cela. Des échanges avec les colonies avaient d'ailleurs pris une place de plus en plus importante dans l'économie britannique, et se révélaient également de plus en plus rentables. De 500 000 livres en 1700, on était passé à 2 800 000 livres en 1770. Dans une telle situation, les élites américaines ressentaient évidemment moins le besoin de s'appuyer sur l'autorité britannique, tandis que l'Angleterre pouvait difficilement se passer de la richesse des colonies américaines. Tout était en place pour qu'éclate le conflit. La guerre avait apporté la gloire aux généraux et la mort aux simples soldats, la fortune aux négociants et le chômage aux miséreux. La colonie de New York comptait environ 25 000 habitants contre 7 000 en 1720, lorsque la guerre de 7 ans prit fin. Un journaliste s'alarmait du nombre grandissant de mendiants et de vagabonds dans les rues de la ville. Les courriers des lecteurs accusaient la répartition des richesses. Combien de fois nos rues n'ont-elles pas été encombrées par les milliers de barils de farine destinés à l'exportation, tandis que nos plus proches voisins arrivent à peine à se procurer de quoi cuisiner un vulgaire brouet pour calmer la faim. L'étude des registres fiscaux effectués par Gary Nash indique qu'au début des années 1770, 5% des contribuables de Boston possédaient 49% des actifs imposables de la ville. À Philadelphie et à New York, les richesses étaient également de plus en plus concentrées. L'examen des testaments déposés au cours de l'année 1750 montre que les individus les plus riches dans les villes, du moins, laissaient en moyenne 20 000 livres en héritage, c'est-à-dire 2,5 millions de dollars actuels. À Boston, les classes défavorisées commencèrent à faire des traditionnels town meetings, le lieu d'expression de leurs revendications. Le gouverneur du Massachusetts remarquait que les plus humbles citoyens, assistant aux assemblées, avec une grande constance et formant généralement la majorité des présents, leur vote
l'emportaient sur ceux des gentilshommes, des marchands, des riches commerçants, bref, de la meilleure part de la population de la ville. À Boston encore, certains avocats, hommes de presse et commerçants des classes aisées, tels James Otis et Samuel Adams par exemple, n'appartenant pas au cercle dirigeant proche des Anglais, mirent sur pied un comité de Boston, et contribuèrent à forger, par leurs discours et leurs écrits, l'opinion des classes laborieuses, à inciter la populace à passer à l'action et influer sur son comportement. C'est du moins, si l'on en croit Gary Nash, ce que fit James Otis, qui, clairement conscient des difficultés grandissantes et du ressentiment des citoyens ordinaires, reflétait autant qu'il influençait l'opinion publique. Il s'agit là d'un scénario que l'on rejouera souvent tout au long de l'histoire politique des États-Unis. La mobilisation des énergies des classes défavorisées par les politiciens issus des classes supérieures. Et ce, pour le plus grand profit de ces derniers. Il ne faut y voir aucune duplicité, cela reflète dans une certaine mesure une prise en compte réelle des revendications de la classe la plus défavorisée, prise en compte que son efficacité, en l'occurrence, éleva au rang de tactique au siècle suivant. Toujours selon Nash, James Otis, Samuel Adams, Royal Tyler, Oxenbridge Thatcher et une foule d'autres bostoniens, en contact avec les artisans et les ouvriers par le biais du réseau des tavernes de quartier, des compagnies d'incendie et du comité de Boston, partageaient une vision politique qui intégrait l'opinion des classes laborieuses et estimait parfaitement légitime que les artisans et également les ouvriers participent au processus politique. En 1762, lors d'un discours contre les dirigeants conservateurs de la colonie du Massachusetts, présent en la personne de Thomas Hutchinson, Otis offrit un exemple de la rhétorique dont un avocat pouvait user pour mobiliser les ouvriers artisans et les artisans de la ville. Il me faut gagner ma vie avec mes mains et à la sueur de mon front. Tout comme vous est passé par des hauts et des bas pour gagner un pain de plus en plus amer. Et tout cela sous le regard hostile de ceux qui n'ont pourtant reçu ni de la nature, ni de Dieu le droit de me regarder de haut, et n'ont acquis leur renommée et leur position qu'en écrasant les pauvres de leur mépris. Boston semble avoir été marqué à cette époque par la colère de classe. En 1763, dans la Gazette de Boston, on pouvait lire que certains individus haut placés étaient en train de concevoir un plan politique destiné à maintenir les gens dans la pauvreté afin de les rendre plus dociles. Cette accumulation de ressentiment envers les riches de Boston peut éclairer le caractère explosif des émeutes provoquées par la loi sur le timbre de 1765. Cette loi était une façon pour les Anglais d'imposer la population coloniale pour rembourser la guerre de 7 ans, au cours de laquelle pourtant les colons avaient eu à souffrir de la soif d'expansion des Britanniques. Cet été-là, un cordonnier nommé Ebenezer McIntosh conduisit une émeute qui détruisit le domicile d'un riche marchand bostonien nommé Andrex Oliver. 2 semaines plus tard, la foule se tourna contre le domicile de Thomas Hutchinson, symbole de l'élite fortunée qui dirigeait les colonies au nom de l'Angleterre. Ils attaquèrent sa maison à coups de hache, vidèrent sa cave et s'emparèrent de ses meubles et autres objets. Un rapport adressé aux autorités britanniques par l'administration coloniale prétend qu'il existait un plan plus vaste selon lequel les domiciles de 15 autres personnalités riches de Boston devaient être détruits. Simple étape d'une opération de pillage, de nivellement par le bas et d'abolition des distinctions entre riches et pauvres. Il s'agit d'un de ces moments classiques au cours desquels les effets de la colère accumulée contre les riches outrepassent les attentes des meneurs de la trempe d'Otis. Le problème se posait alors en ces termes. La haine de classe pouvait-elle être dirigée contre l'élite pro-anglaise et épargner l'élite nationaliste? À New York, l'année même où eurent lieu les saccages de Boston, quelqu'un demandait dans la Gazette s'il était juste que 99, ou plutôt 999 personnes dussent supporter leurs extravagances ou la supériorité d'un seul. En particulier si l'on considère que les hommes de ce type bâtissent d'ordinaire leur fortune aux dépens de leurs voisins. Les élites révolutionnaires firent en sorte que de tels sentiments restent contenus dans certaines limites. Les ouvriers exigeaient une réelle démocratie politique pour les villes et des colonies, des réunions ouvertes, des assemblées représentatives, des galeries pour le public dans les arènes législatives, et la publication de l'appel des votes afin de mieux contrôler leurs propres représentants. Ils exigeaient également que les réunions se tiennent en plein air, là où la population pourrait participer à l'élaboration de la politique, au rééquilibrage des impôts, au contrôle des prix et à l'élection de travailleurs et autres citoyens ordinaires, et à des postes de responsabilité gouvernementale.
À Philadelphie en particulier, nous dit Nash, la prise de conscience de la fraction la moins aisée de la petite bourgeoisie fut telle qu'elle inquiéta non seulement les loyalistes conservateurs fidèles à l'Angleterre, mais aussi les chefs de la Révolution. Dès le milieu de l'année 1776, les ouvriers, artisans et petits commerçants qui agissaient illégalement lorsque les voies politiques étaient impraticables étaient clairement aux commandes de Philadelphie. Soutenus par certaines personnalités de la bourgeoisie, Thomas Paine, Thomas Young et d'autres, ils se lancèrent vigoureusement à l'assaut des grandes fortunes et du principe de propriété privée illimitée. Durant la campagne de 1776 pour l'élection d'une convention chargée d'élaborer une constitution pour la Pennsylvanie, un comité de soldats appela les électeurs à s'opposer aux intérêts des individus immensément et exagérément riches, qui sont tout à fait décidés à ériger des barrières entre les classes sociales. Ce comité de soldats rédigea pour la Convention une déclaration des droits qui proclamait abandonner une part excessive des richesses aux mains d'une poignée d'individus représente un danger pour les droits et nuit à l'intérêt général et à l'humanité tout entière. Aussi, tout État doit-il se donner le pouvoir légal d'empêcher l'édification de telles fortunes. Les campagnes où vivait tout de même la majorité de la population coloniale connaissaient un conflit similaire opposant pauvres et riches. Un conflit que les élites politiques manipulaient pour mieux mobiliser la population contre l'Angleterre, promettant aux pauvres en colère de maigres bénéfices tandis qu'eux-mêmes se tailleraient la part du lion. Les émeutes des fermiers dans le New Jersey des années 1740 et leur soulèvement au cours des années 1750 et 1760 dans la vallée de l'Hudson, État de New York, comme ceux qui, au nord-est de l'État de New York, entraînèrent la création de l'État du Vermont, étaient bien plus que de simples émeutes sporadiques. Il s'agissait en fait de mouvements sociaux durables parfaitement organisés, qui établirent même de véritables contre-gouvernements. Toute cette effervescence visait les grands propriétaires terriens, mais ces derniers ne résidant pas habituellement sur leurs terres, les émeutes se retournaient contre les fermiers à qui ils les avaient loués. De même que les rebelles du New Jersey avaient investi la prison pour libérer leurs camarades, les émeutiers de la vallée de l'Hudson libérèrent leurs camarades, les émeutiers de la ville de l'Hudson libérèrent les prisonniers et enfermèrent le shérif lui-même derrière les barreaux. Si les fermiers étaient considérés comme la lie de la populace, la petite troupe que le shérif du comté d'Albany conduisit à Bennington en 1771 se composait de la crème de la notabilité locale. Les fermiers révoltés considéraient leur lutte comme un affrontement entre pauvres et riches. En 1776, à New York, un témoin comparaissant au procès de l'un des rebelles déclara que les fermiers chassés par les propriétaires terriens avaient un titre de possession légale, mais qu'ils ne pouvaient pas se défendre devant une cour de justice parce qu'ils étaient pauvres, et que les pauvres étaient toujours opprimés par les riches. Les acteurs de la révolte de Green Mountain, conduits par Ethan Allen, se présentaient comme de pauvres gens, fatigués de vivre dans un pays sauvage, et regardaient leurs adversaires comme un mélange d'hommes, de lois et autres gentilshommes, avec tous leurs accoutrements, leurs bonnes manières et leurs petites minauderies à la française. Les petits fermiers de la vallée de l'Hudson, comme les rebelles de la Green Mountain, s'en remirent aux Anglais pour les défendre contre les grands propriétaires américains. Les élites coloniales indépendantistes, inquiètes de voir les fermiers pauvres se rapprocher des Anglais, adoptèrent une stratégie politique destinée à rallier les populations rurales américaines. En 1766 et 1771, en Caroline du Nord, un important mouvement de fermiers blancs s'était organisé afin de s'opposer aux riches administrateurs corrompus de la colonie, et ce au moment même où, dans les villes du Nord-Est, l'agitation à l'encontre des Anglais croissait, repoussant les conflits de classe à l'arrière-plan. Ce mouvement, qui prit le nom de Regulator Movement, regroupait essentiellement, selon Marvin L. McCulloch, spécialiste de la question, des fermiers blancs de l'Ouest ayant une certaine conscience de classe et désireux de démocratiser les gouvernements locaux de leurs comtés respectifs. Les régulateurs se présentaient comme des paysans pauvres et industrieux, des travailleurs, de pauvres misérables opprimés par les riches et puissants monstres pernicieux. Les régulateurs estimaient que l'alliance du pouvoir et de l'argent gouvernait la Caroline du Nord et dénonçaient en conséquence ses administrateurs dont le souci le plus pressant était d'accroître leur fortune.
Il condamnait également un système fiscal particulièrement dur pour les pauvres, ainsi que la collusion des marchands avec les hommes de loi dans les cours de justice en vue de contraindre les petits fermiers harcelés à payer leurs dettes. Dans les comtés de l'Ouest, où le mouvement s'était développé, seul un petit nombre de foyers possédaient des esclaves, dont, pour prendre le cas d'un comté en particulier, 41% appartenaient à 2% seulement des foyers. Les régulateurs ne représentaient pas les esclaves et les serviteurs sous contrat, mais s'exprimaient au nom des petits propriétaires, des squatters et des fermiers. Les squatters étant des personnes installées sur les territoires vides de la frontière qui lutteront sans cesse contre les propriétaires légaux de ces espaces, le roi d'Angleterre, les colonies, les futurs États américains, à ne pas confondre avec les Indiens, propriétaires légitimes. Un récit contemporain du mouvement régulateur dans le comté d'Orange dresse un saisissant portrait de la situation. Les gens d'Orange étaient humiliés par le shérif, volés, pillés, méprisés et condamnés par l'administration, trompés par les magistrats, contraints d'accepter des prix dictés par la seule avarice de l'administrateur et des impôts qui, pensait-il, ne servaient qu'à enrichir la poignée d'individus qui les traitaient avec une continuelle arrogance. En outre, il ne voyait pas de fin à toutes ces misères, puisque les puissants et les juges étaient ceux-là mêmes dont l'intérêt était d'opprimer et d'exploiter les travailleurs. Dans les années 1760, les régulateurs du comté d'Orange s'organisèrent afin d'empêcher la collecte des impôts ou la saisie de ceux qui ne s'en étaient pas acquittés. L'administration déclara qu'une insurrection totale aux visées dangereuses avait éclaté dans le comté d'Orange et envisagea une répression militaire. 700 fermiers en armes avaient un jour imposé la libération de 2 chefs régulateurs emprisonnés. En 1768, les régulateurs adressèrent une pétition au gouvernement de Caroline du Nord, dénonçant l'inégalité des chances entre le pauvre, le faible et le riche, le puissant. Dans un autre comté, celui d'Anson, un colonel de la milice locale se plaignait des troubles insurrectionnels et brutalités sans exemple qui frappent actuellement le comté. Une autre fois, une centaine d'hommes interrompirent un procès à la cour du comté. Ils essayèrent également de faire élire des fermiers à l'assemblée, affirmant que la majorité de cette assemblée était composée d'hommes de loi, de clercs et autres personnalités qui étaient en relation permanente. En 1770, il y eut une importante émeute à Hillsborough, en Caroline du Nord, au cours de laquelle un procès fut interrompu. Le juge fut contraint de prendre la fuite, les avocats ainsi que 2 marchands furent roués de coups, et les entrepôts furent pillés. Après tous ces événements, l'Assemblée de la colonie engagea bien quelques réformes, mais elle fit également voter un décret pour prévenir les émeutes et les troubles, tandis que le gouverneur s'organisait afin de mieux les réprimer militairement. En mai 1771, eut lieu une bataille décisive au cours de laquelle plusieurs milliers de régulateurs furent vaincus par une armée parfaitement disciplinée et soutenue par l'artillerie. 6 régulateurs furent pendus. Kay prétend que dans les comtés d'Orange, d'Anson et de Rowan, où il était le plus important, le mouvement des régulateurs avait le soutien de 17 à 7 000 hommes sur une population blanche et imposable totale de 8 000 individus. L'un des effets de ce terrible conflit fut qu'une petite minorité seulement, parmi ceux qui vivaient dans ces comtés où le mouvement des régulateurs avait bénéficié du soutien populaire, semble avoir répondu à la rhétorique patriotique de la guerre d'indépendance. Les autres observèrent sans doute une parfaite neutralité, par chance, pour le mouvement révolutionnaire. Les batailles décisives de la guerre d'indépendance se déroulèrent dans le Nord, où la population urbaine blanche était très divisée sur le sujet. Les chefs locaux pouvaient ainsi s'assurer le soutien des ouvriers qui subissaient la concurrence des manufacturiers anglais, représentaient une sorte de classe moyenne dont l'intérêt était de combattre l'Angleterre. Le problème crucial restait de s'assurer le contrôle des individus les plus démunis qui se trouvaient sans travail et mouraient de faim après la guerre de 7 ans. À Boston, les revendications économiques des classes les plus défavorisées, alliées à un ressentiment violent contre les Anglais, explosèrent en émeutes populaires. Les chefs indépendantistes étaient à la fois désireux de diriger cette violence populaire contre l'Angleterre et souciés de la contenir afin d'en limiter les exigences. Lorsque les émeutes contre la loi sur le timbre éclatèrent à Boston en 1767, le général des forces armées anglaises en Amérique du Nord, Thomas Gage, jugea ainsi la situation. La populace de Boston s'est d'abord soulevée à l'instigation de nombre des plus éminents habitants de la ville. Enivrée par les pillages, c'est de son propre chef qu'elle se livra ensuite au vol, aux agressions
et aux destructions de plusieurs maisons, parmi lesquelles celle du lieutenant-gouverneur. S'apercevant qu'elles avaient perdu la maîtrise du ressentiment populaire, certaines de ces personnalités éminentes s'effrayèrent de ce qu'elles avaient provoqué et se mirent à craindre d'être les prochaines victimes de l'avidité du peuple. La même inquiétude s'est étendue depuis à d'autres provinces où l'on a appris autant de peine à prévenir les insurrections populaires que l'on en avait pris ici à les provoquer. À cette époque, 10% des contribuables de Boston détenaient 66% des actifs imposables de la ville, alors que 30% de la population imposée n'avaient en fait aucun bien imposable. Ceux qui ne possédaient rien ne pouvaient pas voter, et comme les Noirs, les femmes et les Indiens n'avaient pas non plus le droit de participer aux assemblées municipales. Parmi eux, les marins, les ouvriers à la journée, les apprentis et les serviteurs sous contrat. Dirk Howarder, qui travaille sur les émeutes populaires de la période révolutionnaire à Boston, qualifie les dirigeants révolutionnaires de « fils de la liberté » caractéristique. Issus de la petite bourgeoisie ou du milieu des commerçants aisés, un groupe de responsables hésitants, qui souhaitaient provoquer l'agitation contre la Grande-Bretagne tout en restant soucieux de garder le contrôle de la population américaine. Il aura fallu la crise de la loi sur le timbre pour que les responsables du mouvement prennent conscience de ce dilemme. À Boston, la Loyal Nine, un groupe politique réunissant commerçants, distillateurs, armateurs et maîtres artisans, adversaires de la loi sur le timbre, avait organisé une manifestation contre celle-ci en août 1765. 50 artisans ouvraient le cortège, suivis des ouvriers des chantiers navals du North End et des ouvriers et apprentis du South End, qu'ils avaient dû mobiliser. 2 à 3 000 individus participaient donc à cette manifestation dont les Noirs étaient exclus. Ils se dirigèrent vers le domicile du contrôleur du timbre local et brûlèrent son effigie. Pourtant, après que les gentilshommes qui avaient organisé la manifestation se furent retirés, la foule, particulièrement excitée selon un membre des Loyal Nine, saccagea certains des biens du contrôleur. Ces violences refroidirent considérablement, semble-t-il, l'ardeur de nos Loyal Nine. Les riches mirent alors sur pied des patrouilles armées. Un town meeting fut organisé, et ceux-là même qui avaient patronné la manifestation condamnèrent les violences et désavouèrent la foule. Comme plusieurs autres manifestations étaient prévues le 1er novembre 1765, date à laquelle la loi sur le timbre devait entrer en vigueur, et le 5 novembre, on prit certaines mesures afin de garder le contrôle des événements. Un dîner fut offert à quelques meneurs de l'émeute pour tenter de les ramener à la raison. Enfin, lorsque la loi sur le timbre fut finalement abrogée, les responsables conservateurs coupèrent définitivement les ponts avec les émeutiers. Lorsqu'ils commémoraient chaque année la date de la première manifestation contre la loi sur le timbre, au lieu d'inviter les émeutiers de la première heure, ils conviaient principalement, selon Howarder, les bostoniens des classes moyennes et supérieures qui se rendaient en calèche ou en voiture attelée à Roxbury ou Dorchester pour participer à de somptueuses fêtes. Lorsque le Parlement britannique tenta à nouveau de taxer les colonies, mais cette fois par un ensemble de droits d'importation sur certains produits qui, pensait-on, ne soulèveraient pas une aussi vive opposition, l'élite coloniale organisa des boycotts, mais les leaders du mouvement insistaient sur ce point. Plus de populace, ni de troubles. Faites en sorte que même les biens de votre pire ennemi ne soient pas mis en péril. Samuel Adams conseillait également pas de populace, pas de confusion, pas de troubles. James Otis, pour sa part, déclarait « Il n'est pas de circonstance, aussi tyrannique soit-elle, qui puisse justifier le trouble et le désordre. » L'enrôlement forcé et le cantonnement des troupes pratiqués par les Britanniques étaient particulièrement odieux aux marins et aux ouvriers. Après 1768, 2000 soldats furent cantonnés à Boston, et il y eut de fréquentes escarmouches entre la foule et les soldats. Ces derniers enlevaient le travail aux ouvriers alors qu'il était déjà difficile d'en trouver. Les ouvriers artisans et petits commerçants perdirent leurs emplois et virent leurs affaires péricliter à cause du boycott des produits britanniques. En 1769, un comité vit le jour à Boston pour envisager les mesures qui permettraient d'employer les pauvres de la ville, dont le nombre et les difficultés s'étaient accrus en raison de la crise du commerce et des échanges. Le 5 mars 1770, des plaintes émises par les cordeliers contre les soldats anglais, qui leur prenaient leur travail, provoquèrent une bataille rangée. La foule se réunit devant les bureaux de la douane et commença à provoquer les soldats qui finirent par tirer, tuant Crispus Attucks, un ouvrier mulâtre, et quelques autres. Cet événement est plus connu sous le nom de massacre de Boston. Rapidement, le ressentiment contre les Anglais s'exaspéra
et la colère éclata lorsque 6 soldats anglais furent finalement acquittés et 2 autres condamnés à être marqués au fer rouge sur le pouce et chassés de l'armée. John Adams, avocat des soldats britanniques, décrit ainsi la foule présente le jour du massacre. Un ramassis hétéroclite de coquins, de nègres, de mulâtres, de bons à rien d'Irlandais et de matelots apatrides. Près de 10 000 personnes assistèrent aux obsèques des victimes du massacre, sur une population totale de 16 000 environ. Après quoi, les Anglais retirèrent leurs troupes de Boston et tentèrent de calmer la situation. Des émeutes contre l'enrôlement forcé avaient déjà eu lieu dans les années 1760 à New York et à Newport, Rhode Island, où 500 marins, des adolescents et des noirs se soulevèrent après 5 semaines d'une campagne d'enrôlement forcé, menée par les Britanniques. 6 semaines avant le massacre de Boston, des affrontements avaient opposé marins et soldats anglais à New York, faisant un mort parmi les premiers. Lors de la Boston Tea Party en décembre 1773, le comité de correspondance local, formé un an plus tôt pour organiser les opérations anti-anglaises dans les colonies, contrôla dès le début, selon Dirk Howder, l'opération sur le thé conduite par la foule. Cette Tea Party fut à l'origine du Coercitive Act voté par le Parlement britannique, qui imposait, dans les faits, la loi martiale au Massachusetts, la dissolution du gouvernement local de la colonie, le blocus du port de Boston et l'envoi et le cantonnement de troupes anglaises. Les assemblées municipales et les assemblées populaires réagirent en se soulevant. Après la saisie d'un entrepôt de poudre par les soldats britanniques, 4000 habitants des environs convergèrent vers Cambridge, où résidaient, dans leurs magnifiques propriétés, les riches administrateurs de la colonie. La foule les contraint à démissionner. Si les comités de correspondance de Boston et des autres villes se réjouirent de ce rassemblement, ils condamnèrent à l'avance toute atteinte au bien privé. Pauline Mayer, spécialiste du développement de l'opposition anti-britannique au cours de la décennie qui précéda la Révolution, souligne dans son livre « From Resistance to Revolution » le caractère modéré des chefs indépendantistes qui, malgré leur volonté de résister, insistaient pour que l'ordre régnât et qu'on ne franchît pas certaines limites. Selon elle, les responsables et les membres des Fils de la Liberté étaient presque tous issus des classes supérieures et de la petite bourgeoisie de la société coloniale. À Newport, toujours à Rhode Island, par exemple, selon un témoignage contemporain, les Fils de la Liberté comptaient dans leur rang quelques gentilshommes, très en vue, aussi bien en raison de leur fortune que de leur bon sens et de leur excellente éducation. En Caroline du Nord, c'est l'un des plus riches gentilshommes et propriétaires fonciers qui menait les Fils de la Liberté. De même en Virginie et en Caroline du Nord. Et les responsables new-yorkais étaient également à la tête de petites mais respectables entreprises. Leurs objectifs néanmoins étaient d'étendre l'influence de leur organisation et d'en élargir la base. De nombreux groupes des Fils de la Liberté déclaraient, comme à Milford, dans le Connecticut, la plus grande aversion pour l'illégalité, ou dénonçaient, comme à Annapolis, toute émeute ou réunion non autorisée visant à perturber l'ordre public. John Adams exprimait les mêmes craintes, ses goudronnages, suivis d'emplumage, ses saccages de domicile par une population brutale et insolente, dans le seul but de venger des injustices privées ou des préjudices personnels doivent être condamnés. En Virginie, la bourgeoisie cultivée était persuadée qu'il fallait entreprendre quelque chose afin de persuader les couches sociales défavorisées, de rallier la cause révolutionnaire et de reporter leur colère contre les Anglais. Dans son journal intime, un Virginien écrit en printemps 1774, « La plus basse classe de la population est très excitée par les récits que l'on fait des événements de Boston. Nombre de ses membres attendent qu'on les enrôle et qu'on leur ordonne d'aller combattre les Anglais. À l'époque de la loi sur le timbre, un orateur virginien interroge les pauvres. Ne sommes-nous pas faits, nous, gentilshommes, de la même étoffe que les plus humbles et les plus pauvres d'entre vous? Ne prêtez pas l'oreille à ceux qui tentent de vous diviser, mais donnez-nous, au contraire, fraternellement la main. » C'était là une question pour laquelle les talents rhétoriques de Patrick Henry, l'un des participants au premier congrès continental de 1774, étaient merveilleusement appropriés. Comme Rhys Isaac le fait remarquer, il était intimement lié au cercle bourgeois, mais il parlait une langue que les blancs les plus pauvres de Virginie pouvaient comprendre. Edmund Rodolphe, un ami de Henry, disait, en parlant de son style, qu'il était tout de simplicité, voire de rudesse. Ces longues pauses, qui faisaient parfois craindre que l'attention du public ne se porte ailleurs, la revivaient, au contraire, en éveillant la curiosité. Les discours de Patrick Henry indiquaient le moyen de soulager les tensions existantes entre classes défavorisées et classes fortunées de Virginie, en les unissant contre les Anglais. Il s'agissait de trouver un langage qui inspirât tous les milieux, assez réaliste
dans l'énumération des revendications pour provoquer la colère du peuple contre les Anglais, et néanmoins suffisamment vague pour éviter le réveil des conflits de classe au sein du parti des révoltés. En outre, il devait être assez exaltant pour forger un sentiment patriotique susceptible de fédérer l'ensemble des composantes du mouvement révolutionnaire. Le sens commun de Thomas Paine, qui parut au début de 1776 et devint le pamphlet le plus populaire des colonies américaines, y réussissait parfaitement. Il s'agissait de la première défense vigoureuse de l'idée d'indépendance, en des termes qui pouvaient être compris par n'importe quel individu sachant lire. La société, quel qu'en soit le visage, est une bénédiction, mais le gouvernement, même dans le meilleur des cas, n'est jamais qu'un mal nécessaire. Paine se débarrasse de l'idée de monarchie de droit divin en un résumé historique et surtout caustique de la monarchie britannique. Il remonte à la conquête normande de 1066, lorsque Guillaume le Conquérant débarqua de France pour s'installer sur le trône anglais, un bâtard français débarquant avec sa horde de malfrats et s'instituant lui-même roi d'Angleterre contre le consentement des indigènes, n'est, en termes crus, qu'un original doublé d'un vaurien et d'un misérable. Rien de divin là-dedans. Paine confronte également les avantages respectifs de la confusion et de la séparation avec l'Angleterre. Parfaitement conscient de l'importance des questions économiques, il met au défi les plus ardents défenseurs de la réconciliation de présenter un seul bénéfice que ce continent puisse tirer à conserver des attaches avec la Grande-Bretagne. Je le répète, pas le moindre bénéfice à en tirer. Notre maïs a un prix sur n'importe quel marché européen et nos produits doivent y être vendus au prix que nous dictons. Quant aux conséquences fâcheuses des liens avec l'Angleterre, Paine rappelle les nombreuses guerres dans lesquelles l'Angleterre a entraîné les Américains, guerres coûteuses tant en vie qu'en argent. Les torts et les inconvénients que nous subissons à cause de cette relation sont innombrables. Toute soumission ou dépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne impliquera ce continent dans toutes les guerres et intrigues européennes et nous met dans une position délicate à l'égard de nations qui autrement rechercheraient notre amitié. Enfin, comble d'émotion, la justice et la raison plaident en faveur de la séparation. Le sang des soldats tombés au champ d'honneur, la voix plaintive de la nature nous implore, le temps de la séparation est venu. Le sens commun connut une vingtaine d'éditions en 1776 et fut vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Il est probable que presque tous les colons capables de lire l'ont lu, ou en ont au moins connu le contenu. La littérature pamphléatique était d'ailleurs devenue à l'époque la scène principale du débat sur les rapports avec l'Angleterre. Entre 1750 et 1776, 400 pamphlets avaient paru qui traitaient, quel que soit le point de vue défendu, de la loi sur le timbre, du massacre de Boston et de la Boston Tea Party, ou de questions générales sur la désobéissance à la loi, la loyauté envers le gouvernement, les droits et les devoirs. Le pamphlet de Paine s'adressait à un large spectre de l'opinion coloniale, très remonté contre l'Angleterre. Pourtant, il provoqua également certaines craintes dans les rangs des aristocraties, qui, bien que favorables, comme John Adams, à la cause patriotique, n'en désiraient pas moins s'assurer qu'elle n'irait pas trop loin dans le sens de la démocratie. Paine qualifia le prétendu équilibre du gouvernement de la Chambre des Lords et de celle des communes de duperie et réclamait une chambre unique de représentants où le peuple serait réellement représenté. Adams dénonce le projet de Paine en prétendant qu'il est si démocratique, si dénué de garde-fous, ou de la moindre garantie d'équilibre, ou de contre-pouvoir, qu'il doit inévitablement produire la confusion et les pires effets qu'ils soient. Pour Adams, ces assemblées populaires, à l'évidence pourvoyeuses de décisions hâtives et de raisonnements absurdes, devraient être contrôlées. Thomas Paine était issu des classes inférieures de la société anglaise. Fonctionnaire des impôts, instituteur, émigrant pauvre en Amérique, il arriva à Philadelphie en 1774, où l'agitation contre la Grande-Bretagne était déjà vive. Les ouvriers artisans de Philadelphie commençaient à former avec les journalistes, les apprentis et les ouvriers peu qualifiés un groupe politiquement conscient, une racaille maudite, pouilleuse et rebelle, au dire des aristocrates locaux. En s'exprimant haut et fort, Paine pouvait espérer représenter ces classes laborieuses politiquement émergentes. Il s'opposa d'ailleurs au système du vote censitaire en Pennsylvanie. Néanmoins, il semble que son principal souci fut d'être le porte-parole du groupe médian. Il existe un niveau de richesse et une extrémité de pauvreté qui, en restreignant le cercle des relations d'un homme, amoindrissent ses capacités générales de discernement.
Lorsque la révolution eut réellement commencé, Paine fit savoir de plus en plus clairement qu'il ne soutenait pas les émeutes populaires, telle la milice qui attaqua le domicile de James Wilson en 1779. Ce dernier était lui-même un meneur révolutionnaire qui s'opposait au contrôle des prix et souhaitait un gouvernement plus conservateur que ne le prévoyait la Constitution de Pennsylvanie de 1776. En outre, Paine s'associa à l'un des individus les plus riches de Pennsylvanie, Robert Morris, dont il appuya la création de la Banque d'Amérique du Nord. Plus tard, lors de la controverse sur l'adoption de la Constitution, Paine devait à nouveau représenter les artisans des villes qui préconisaient un gouvernement centralisé et fort. Il semble avoir pensé qu'un gouvernement de ce type était seul susceptible de répondre à quelques grands intérêts généraux. En ce sens, il tomba lui aussi dans le piège du mythe selon lequel la révolution est le produit de l'intérêt commun d'un peuple parfaitement uni. La déclaration d'indépendance exprima ce mythe avec la plus vive éloquence. Les mesures les plus radicales prises par les autorités britanniques, proclamation de 1763, interdisant aux colons de s'installer à l'ouest des Appalaches, loi sur le timbre, droit d'importation fixé par Townshend, chancelier de l'échiquier britannique, cantonnement de troupes anglaises, massacre de Boston et blocus de son port, dissolution de l'Assemblée du Massachusetts, exaspère la rébellion coloniale au point de la changer en révolution. Les colons avaient réagi par un congrès discutant de la loi sur le timbre, les comités des Fils de la Liberté, les comités de correspondance, la Boston Tea Party et finalement, en 1774, en organisant un congrès continental, sorte de corps législatif illégal, précurseur d'un futur gouvernement indépendant. Ce n'est qu'après le choc militaire de Lexington et de Concord, en avril 1775, entre les Minutemen coloniaux et les troupes anglaises, que ce congrès continental se dispersa. Ses membres mirent en place un petit comité chargé d'esquisser une déclaration d'indépendance, dont Thomas Jefferson fut le rédacteur. Adoptée par le Congrès le 2 juillet, elle fut proclamée officiellement le 4 juillet 1776. À cette date, il existait déjà un fort sentiment majoritaire en faveur de l'indépendance. Certains décrets adoptés en Caroline du Nord en mai 1776 et communiqués au Congrès continental déclaraient déjà l'indépendance d'avec l'Angleterre et affirmaient que toute loi britannique était désormais nulle et non avenue. On décrétait également l'urgence de préparatifs militaires. À peu près au même moment, la ville de Malden, dans le Massachusetts, répondant à la requête de la Cour générale du Massachusetts pour l'organisation d'un vote dans chaque ville de l'État sur le sujet de l'indépendance, avait, au cours d'une assemblée publique, lancé un appel unanime en faveur de l'indépendance en ces termes. Nous renonçons donc avec le plus grand mépris à toute relation avec un royaume d'esclaves. Nous faisons nos adieux définitifs à la Grande-Bretagne. Lorsque dans le cours des événements humains un peuple se voit dans la nécessité de rompre les liens politiques, il doit déclarer les causes qui l'ont poussé à cette séparation. C'est ainsi que s'ouvre la déclaration d'indépendance. Puis, dans le deuxième paragraphe, on trouve cette vigoureuse déclaration politique. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes. Que tous les hommes naissent égaux, que leur créateur les a dotés de droits inaliénables parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur, que, pour garantir ces droits, des gouvernements sont institués parmi les hommes dont les justes pouvoirs émanent du consentement des gouvernés, que si un gouvernement, quelle qu'en soit la forme, vient à méconnaître ses fins, le peuple a le droit de le modifier ou de l'abolir et d'instituer un nouveau gouvernement. Ensuite, une série de griefs est adressée au roi, rappelant la longue histoire d'injustice et d'usurpation répétées, ayant toutes pour premier objet l'établissement d'une tyrannie absolue sur nos États. On y accuse le roi d'Angleterre d'avoir dissous les gouvernements des colonies, soumis les juges, envoyé de véritables hordes d'officiers qui harcèlent notre peuple, et des armées d'occupation, rompu les liens commerciaux des colonies avec les autres régions du monde, taxé les colons sans leur consentement, engagé une guerre contre eux, et envoyé d'importantes armées de mercenaires étrangers pour achever son œuvre de mort, de désolation et de tyrannie. Tous ces discours sous le contrôle du gouvernement par le peuple, sur le droit à la rébellion et à la révolution, toute cette indignation vis-à-vis de la tyrannie politique, des brimades économiques et des agressions militaires parvenaient à rassembler un très grand nombre de colons,
et de surcroît à persuader ceux que certains griefs opposaient les uns aux autres à focaliser leur rancœur sur l'Angleterre. Pourtant, certains Américains restaient clairement exclus de cette communion autour d'intérêts partagés que la déclaration d'indépendance prétendait formaliser. On n'y évoquait nulle part les Indiens, les esclaves noirs, ni pour finir les femmes. Plus encore, l'un des attendus de la déclaration d'indépendance accusait le roi d'inciter les esclaves à la révolte et de susciter les attaques indiennes. Il a fomenté des révoltes intestines et tâché de soulever contre les habitants de nos frontières les sauvages et impitoyables Indiens, dont la règle de guerre, bien connue, est de détruire sans distinction les êtres de tous âges, sexes et conditions. 20 ans après la déclaration d'indépendance, un décret voté par la Cour générale du Massachusetts et daté du 3 novembre 1755 qualifiait les Indiens de Penobscots, de rebelles ennemis et traîtres, et offrait, pour chaque scalp d'Indien mâle rapporté, 40 livres. Pour chaque scalp de femmes ou d'enfants mâles de moins de 12 ans qui seront tués, 20 livres. Thomas Jefferson avait rédigé un paragraphe de la déclaration accusant le roi de faire transporter des esclaves vers les colonies et d'empêcher toute tentative de faire cesser ou tout au moins de limiter ce commerce exécrable. Il semblait exprimer, là, une véritable indignation morale à l'égard de l'esclavage et de la traite. L'aversion de Jefferson pour l'esclavage ne doit pas faire oublier le fait qu'il possédait à sa mort plusieurs centaines d'esclaves. Pourtant, il ne s'agissait là que de la prise en compte de la crainte éprouvée par les Virginiens et autres sudistes devant le nombre croissant d'esclaves noirs vivant dans les colonies, 20% de la population totale, et devant la menace également croissante de les voir se révolter. Ce paragraphe rédigé par Jefferson fut rejeté par le Congrès continental, en raison de désaccords existants au sein même de la communauté des propriétaires d'esclaves, sur le caractère souhaitable ou non de la fin de la traite. Ainsi, même ce geste en direction des esclaves noirs fut-il effacé du grand manifeste en faveur de la liberté et de la Révolution américaine. Déclarer que tous les hommes naissent égaux n'était probablement pas une façon de porter un jugement explicite sur les femmes en tant que telles. Plus prosaïquement, elles ne paraissaient pas dignes d'être mentionnées. Elles étaient en fait politiquement invisibles, bien que la simple nécessité leur conférât une certaine autorité dans la conduite du ménage, de l'exploitation agricole ou dans leur fonction de sage-femme. Elles étaient purement et simplement exclues dès lors qu'il s'agissait de droits politiques ou d'égalité civique. Affirmer que la déclaration d'indépendance, jusque dans la lettre même, se bornait à reconnaître les droits à la vie, à la liberté et au bonheur des hommes blancs, ce n'est pas accuser les concepteurs et signataires de la déclaration d'avoir eu la mentalité que l'on pouvait attendre de blancs privilégiés du XVIIIe siècle. Les historiens, réformistes et radicaux, étudiant avec un certain esprit critique le passé, sont bien souvent accusés d'en exiger trop, et c'est en effet ce qu'ils font parfois. Pourtant, faire la liste de ceux que la déclaration laisse aux portes des droits de l'homme ne signifie pas forcément, à des siècles de distance et bien inutilement, se livrer à une condamnation morale de l'époque à laquelle elle fut rédigée. C'est en revanche tenter de comprendre comment cette déclaration a pu permettre de mobiliser certaines communautés d'Américains tout en ignorant d'autres. D'ailleurs, il est certain qu'aujourd'hui encore la plupart des discours exaltés destinés à forger le consensus servent à dissimuler de sérieux conflits d'intérêts au sein même des sociétés prétendument consensuelles, tout en laissant de côté de nombreux autres membres de la communauté humaine. La philosophie de la déclaration, selon laquelle le gouvernement est institué par le peuple pour garantir vie, liberté et recherche du bonheur, et peut être renversée par le peuple quand ce n'est plus le cas, est souvent considérée comme descendant en droite ligne du second traité du gouvernement civil de John Locke. Cet ouvrage fut publié en Angleterre en 1689, alors que les Anglais se rebellaient contre la tyrannie de leur roi et instituaient un gouvernement parlementaire. La déclaration, à l'instar du traité de Locke, discutait de gouvernement et de droits politiques, mais passait totalement sous silence les inégalités existant en matière de propriété. Les individus pouvaient-ils réellement avoir des droits égaux quand subsistait une telle diversité de fortunes? Locke lui-même était un homme riche, tirant une grande part de ses revenus de prêts et d'hypothèques, en ayant investi dans le commerce de la soie et la traite des esclaves.
Il avait également énormément investi dans la première émission d'actions de la Banque d'Angleterre, quelques années après qu'il eut rédigé son fameux traité, devenu la référence en matière de démocratie libérale. En tant que conseiller des deux Carolines, il avait suggéré un gouvernement formé de propriétaires esclavagistes et dirigé par des barons terriens. L'idée que se faisait Locke d'un gouvernement populaire allait dans le sens d'une révolution anglaise, favorisant le libre développement du capitalisme marchand, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières. Locke regrettait d'ailleurs que le travail des enfants pauvres ne bénéficie généralement pas au bien public tant qu'ils n'ont pas atteint 12 ou 14 ans, et suggérait que tous les enfants de plus de 3 ans, issus de familles vivant de la charité, soient placés dans des écoles d'apprentissage, afin de pouvoir dès l'enfance s'aguerrir au travail. Les révolutions anglaises du XVIIe siècle inventèrent le gouvernement représentatif et initièrent le débat sur la démocratie. Cependant, selon l'historien anglais Christopher Hill de Puritan Revolution, il est indubitable que le pouvoir accordé au Parlement et le renforcement de l'autorité de la loi ont essentiellement profité aux possédants. L'imposition autoritaire qui menaçait les propriétaires fut rejetée. Les monopoles furent abolis afin d'offrir plus de latitude au commerce et la suprématie maritime anglaise servit à conforter une politique impérialiste à l'extérieur, y compris vis-à-vis de l'Irlande. Les Levellers et les Diggers, deux mouvements politico-religieux qui souhaitaient également introduire l'égalité dans la sphère économique, furent réprimés par la révolution puritaine. On peut juger de la pertinence des beaux discours de Locke au sujet du gouvernement représentatif par l'étude des divisions et des conflits de classe qui éclatèrent en Angleterre après la Révolution qu'il avait tant soutenue, à l'époque même où la situation américaine devenait de plus en plus tendue. En 1768, l'Angleterre fut secouée par les émeutes et les grèves, mineurs, ouvriers des scieries, chapeliers, tisserands, marins, en raison du prix élevé du pain et des salaires misérables. L'Annual Register rend compte des événements du printemps et de l'été 1768. Un sentiment général d'insatisfaction domine malheureusement parmi les plus basses classes du peuple. Ce mauvais état d'esprit, occasionné en partie par le prix élevé de la nourriture et en partie par d'autres raisons, s'est manifesté trop fréquemment par des émeutes ou des troubles, qui ont eu les plus déplorables conséquences. Le peuple, prétendument au cœur de la théorie de la souveraineté populaire défendue par Locke, était ainsi défini par un membre du Parlement anglais. Je ne parle pas de la populace, je veux parler de l'anglais moyen, de l'artisan, du petit propriétaire terrien, du commerçant, du gentilhomme, des compagnes. En Amérique également, la réalité que dissimulait le vocabulaire de la Déclaration d'indépendance, rédigée la même année que le manifeste capitaliste d'Adam Smith, La richesse des nations, était qu'une classe montante composée de notables devait nécessairement rallier suffisamment d'Américains pour battre l'Angleterre, sans pour autant bouleverser outre mesure les rapports tissés entre argent et pouvoir pendant les quelques 150 ans d'existence des colonies. D'ailleurs, 69% des signataires de la Déclaration d'indépendance avaient occupé des postes d'administrateurs coloniaux sous l'autorité de l'Angleterre. La déclaration d'indépendance, avec toute sa rhétorique radicale passionnée, fut lue du balcon de l'hôtel de ville de Boston par Thomas Crafts. Ce dernier était un ancien membre du groupe des Loyal Nine, ces conservateurs qui s'étaient opposés aux émeutes populaires contre les Anglais. 4 jours après cette proclamation, le comité de correspondance de Boston ordonnait aux citoyens de la ville de se rendre sur le terrain municipal pour satisfaire à l'incorporation militaire. On constata alors que les riches pouvaient échapper à la conscription en s'offrant des substituts. Les pauvres, eux, ne le pouvaient évidemment pas. Des manifestations eurent lieu au cours desquelles on entendit crier « La tyrannie, c'est la tyrannie », quel que soit celui qui l'impose.